Imaginez un peu, un empire qui rassemble quasiment toute l'Europe de l'Ouest. C'est l'héritage d'un nom que tout le monde connaît, Charlemagne, une puissance immense qui avait l'air, éternel. On parle bien sûr de l'empire carolingien. La question c'est, comment est-ce que ce mastodonte, le plus grand empire depuis Rome, a pu s'effondrer en une seule génération? C'est la grande énigme qu'on va décortiquer ensemble. Alors non, tout de suite on oublie les invasions barbares. La menace, elle ne venait pas du tout de l'extérieur. La vraie raison de cette chute spectaculaire, elle est beaucoup plus intime. C'est une véritable saga familiale, une histoire de frères où l'ambition personnelle va tout simplement pulvériser un empire. Ok, alors pour comprendre comment tout ça a pu voler en éclats, il faut d'abord saisir l'énormité de l'héritage en question. Quand Charlemagne meurt, c'est son fils Louis, qu'on appellera le Pieux, qui hérite de tout. Et quand on dit tout, c'est tout. Un territoire gigantesque qui va de la Saxe actuelle jusqu'à l'Espagne. Sur le papier, franchement, l'avenir s'annonce radieux. Sauf que gouverner un tel colosse, c'est un défi absolument écrasant. Un fardeau qui, on va le voir, va se révéler impossible à porter. Louis le Pieux, il n'est pas bête. Il est bien conscient du danger de la tradition franque, celle qui veut qu'on divise le royaume entre les fils. Alors il tente ce qu'il pense être un coup de génie pour garder l'Empire uni. L'ironie, c'est que c'est justement ce plan qui va mettre le feu aux poudres. Et ce plan, il porte un nom, l'Ordinatio Imperii en 817. Et c'est une véritable révolution pour l'époque. Fini le partage traditionnel entre les héritiers. Louis décrète que l'Empire, il restera un. Le titre d'empereur, et donc la majorité du pouvoir, n'ira qu'à un seul de ses fils. Le plan, il est plutôt simple et carré. Lothaire, c'est l'aîné, donc c'est lui le grand successeur. Ses deux frères, Pépin et Louis, reçoivent des royaumes, oui, mais des royaumes subordonnés. En gros, ils sont rois, d'accord, mais sous l'autorité de leur grand frère, l'empereur. Franchement, sur le papier, ça a l'air parfait. Le problème de la division semble réglé. Sauf que l'histoire, elle, a d'autres plans. Un petit événement, en apparence anodin, vient tout faire exploser. Cet événement, c'est la naissance d'un quatrième fils, Charles. Et là, c'est le drame. D'un coup, l'équation n'a plus aucune solution. On se retrouve avec 4 héritiers pour un plan qui n'en prévoyait que 3. Et là, sous l'influence de sa nouvelle épouse, Judith, la mère de Charles, Louis le Pieux finit par céder. Il décide de tailler un territoire pour le petit dernier. Le problème? Pour faire ça, il prend sur les terres qui étaient promises à qui? À Lothaire, l'aîné, l'héritier principal. Pour Lothaire, c'est un affront, une trahison pure et simple. Et voilà, les graines de la guerre civile viennent d'être plantées. Cette décision, c'est l'étincelle. La guerre civile est déclenchée. Et la première grande confrontation va se passer dans un lieu dont le nom à lui seul raconte toute l'histoire de cette trahison. Nous sommes en 833 et la révolte éclate pour de bon. Les 3 frères aînés, Lothaire, Pépin et Louis, unissent leurs forces contre leur propre père. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'ils obtiennent le soutien du pape, le pape qui intervient au nom de l'unité de l'Empire. L'ironie est totale, puisque c'est exactement ce que Louis le Pieux essayait de protéger avec son plan initial. Alors, on pourrait s'attendre à une bataille épique. Mais non, pas du tout. Pendant des jours, les partisans de Lothaire négocient, ils manigancent en coulisses. Et puis, un par un, les fidèles de l'empereur changent de camp. Ils l'abandonnent, brisant leur serment de fidélité. Louis le Pieux se retrouve complètement seul. Ce lieu de trahison suprême portera à jamais un nom terrible, le champ du mensonge. Cette humiliation du champ du mensonge, elle va plonger l'Empire dans une instabilité totale. On entre dans une période de chaos où le trône impérial devient une sorte de siège éjectable. Le pouvoir va changer de main à une vitesse hallucinante. Regardez bien, en octobre 833, Louis est déposé, humilié publiquement. Mais à peine quelques mois plus tard, ses 2 autres fils, Pépin et Louis le Germanique, réalisent que l'ambition de leur grand frère Lothaire les menace eux aussi. Alors que font-ils? Ils changent de camp. Ils se retournent contre Lothaire et remettent leur propre père sur le trône. L'alliance des frères a tenu à peine 6 mois. Bon, après tout ça, une sorte de paix précaire s'installe. Mais attention, elle ne tient qu'à un fil. Et ce fil, c'est la vie du vieil empereur. Tout le monde sait que quand il mourra, le conflit va reprendre. Il entrera dans sa phase la plus sanglante. Et c'est ce qui arrive. En 840, Louis le Pieux meurt. Et avec lui, c'est la dernière digue qui saute. La guerre totale est inévitable. L'acte final va se jouer entre les 3 frères qui restent, puisque Pépin est mort entre-temps. Les camps sont très clairs maintenant. D'un côté, on a Lothaire. Lui, il s'accroche au plan de 817. Il veut tout l'Empire, pour lui tout seul. Et de l'autre côté, on a ses 2 frères, Louis et Charles, qui forment une alliance. Eux, ils veulent un partage équitable. En fait, ils reviennent à la bonne vieille tradition franque.
L'année suivante, en 841, c'est la confrontation finale, la bataille de Fontenoy. Et là, ce n'est plus une guerre, c'est une boucherie, un véritable massacre. L'aristocratie franque, l'élite de l'Empire s'entretuent. Le carnage est si terrible que les frères finissent par comprendre une chose. Personne ne gagnera cette guerre. Il faut absolument trouver un accord. Alors, pour bien solidifier leur alliance contre Lothaire, Louis et Charles se retrouvent à Strasbourg en 842. Et là, ils vont faire quelque chose de complètement inédit, de révolutionnaire. Pour être sûr que leurs soldats comprennent bien l'enjeu, ils vont prêter serment non pas en latin, la langue des élites, mais dans les langues de leurs troupes. Le roman, qui est l'ancêtre du français, et le tudesque, l'ancêtre de l'allemand. C'est un moment historique. C'est tout simplement l'acte de naissance écrit de ces deux langues. Finalement, cette guerre interminable s'achève sur un compromis. Un traité de paix. Et ce traité, sans que personne ne s'en rende compte à l'époque, vient de dessiner la carte de l'Europe telle qu'on la connaîtra pendant des siècles. Et voilà le résultat final. C'est le fameux traité de Verdun, en 843. Regardez bien, Charles le Chauve récupère l'Ouest, la Francie occidentale, qui va devenir la France. Louis le Germanique prend l'Est, la Francie orientale, qui deviendra l'Allemagne. Et Lothaire, l'aîné, il reçoit une longue bande de terre très difficile à défendre, coincée entre les deux. Cette Francie médiane, c'est la future Lotharingie, la Lorraine. Elle va devenir la zone de tous les conflits européens pour les 1000 ans à venir. C'est ça qu'il faut retenir. Une querelle d'héritage, une dispute de famille au IXe siècle a fini par dessiner les frontières de la France et de l'Allemagne et a créé entre elles une zone de friction qui va marquer au fer rouge toute l'histoire de l'Europe. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Est-ce que l'Empire unifié de Charlemagne n'était finalement qu'un rêve impossible, une construction trop grande pour durer? Ou est-ce que cette guerre fratricide a bel et bien détruit une chance unique de voir une Europe unie, changeant à jamais le cours de l'histoire? La réponse, eh bien, elle s'est probablement perdue dans les méandres du temps.